Planification et gestion d'horaires atypiques et santé-sécurité du travail, le cas des services de garde en milieu scolaire au Québec. Un podcast qui va parler des horaires atypiques. C'est quoi des horaires atypiques en fait? C'est tout type d'horaire qui sort du normal lundi au vendredi de 9 à 5. Ça veut donc dire des horaires de soir, de nuit, de fin de semaine. Mais dans le cas particulier des services de garde en milieu scolaire, on va parler d'horaires brisés ou fragmentés, des gens qui vont travailler un peu le matin, un peu le midi, un peu le soir, puis des fois même pour des récréations. Donc ça, ce sont des horaires qui ont de grands impacts sur la santé et sécurité du travail. Et on pense que si on comprend mieux comment les horaires sont planifiés et sont gérés au quotidien et qu'on permet aux gens de participer, ça pourrait avoir des impacts positifs sur la santé, la conciliation travail-famille, mais sur le milieu de travail aussi. Bonjour, je suis Marianne Théberge, agente de développement au service aux collectivités de l'UQAM. Comme agente de développement, j'accompagne les projets réalisés en partenariat avec les organisations syndicales. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Mélanie Lefrançois, professeure au département d'organisation et ressources humaines de l'ESG, que vous avez entendu au début du podcast et qui va nous parler des résultats du projet de recherche planification et gestion d'horaires atypiques et santé et sécurité du travail, le cas des services de garde en milieu scolaire. Donc, ce projet-là, c'est un projet qui est réalisé au sein du protocole UQAM, CSN, CSQ, FTQ du service aux collectivités de l'UQAM. Donc, c'est quoi ce protocole-là? C'est un protocole, en fait, qui existe depuis plus de 40 ans déjà. Et son objectif, c'est d'établir un partenariat et une collaboration, donc, entre, d'un côté, l'UQAM et de l'autre côté, les trois grandes centrales syndicales du Québec, la CSN, la CSQ et la FTQ, autour de projets de recherche ou de formation inspirants, transformateurs, engagés. Tous les projets, dont le projet sur lequel porte le balado d'aujourd'hui, sont enracinés dans les besoins des milieux syndicaux. Donc, c'est ça. Je prends tout de suite là, une toute petite minute là, pour expliquer que quand on parle de projets partenariaux au service aux collectivités de l'UQAM, on parle de projets qui sont bâtis autour d'une approche de co-construction des connaissances et de croisement des savoirs où il y a vraiment chaque partie prenante du projet qui apporte ses propres connaissances, son expertise avec des rôles qui sont définis collectivement. Puis bon, l'instance délibérative, l'instance décisionnelle du projet, là où on prend toutes les décisions, c'est le comité d'encadrement qui est formé de partenaires syndicaux, bien sûr, et universitaires et de l'agente de développement, donc moi-même dans ce cas-ci, qui va occuper un rôle d'intermédiation, dans le fond, là, entre les milieux universitaires et syndicaux. Donc, ce petit détour-là met la table, Mélanie, je pense, pour dire que le projet dont on parle aujourd'hui, c'est co-construit avec des partenaires syndicaux. Oui, Marianne. Bonjour tout le monde. Oui, c'est un projet, en fait, qui n'aurait pas pu voir le jour sans la précieuse collaboration, mais au-delà d'une collaboration, la grande implication de partenaires comme la FEESP-CSN, le SEPB Québec et le SCFP, qui sont le SEPB et la SCFP, des syndicats affiliés à la FTQ. Évidemment, dans la structure que tu as décrite, Marianne, donc un projet qui s'est co-construit entre des intérêts que moi j'ai pour les horaires atypiques, puis ensuite des besoins dans les milieux. Et le défi avec les gens qui ont des horaires atypiques, c'est de pouvoir les rejoindre parce que justement, ces horaires-là compliquent souvent une participation un peu plus normale à un projet de recherche. Donc, les syndicats ont été d'une grande aide là, pour aller rejoindre les participants, les participantes. Et ça nous a permis de réaliser 15 entretiens individuels avec des techniciens et des techniciennes en service de garde. Donc, on a rencontré 13 femmes et 2 hommes. On a aussi pu réaliser 9 groupes de discussion avec des éducateurs, des éducatrices en service de garde, donc 23 femmes et 4 hommes. On a aussi eu accès, ça c'était fantastique, à pouvoir faire de l'observation de moments clés dans la planification des horaires en service de garde, soit l'affectation, le moment où, selon le moment de l'année, selon les centres de services scolaires, des postes qui sont vacants sont mis en ballottage, si on veut, pour que des éducateurs, des éducatrices puissent venir changer leur horaire, peut-être améliorer leur sort une fois par année. Donc, on a pu observer ça. On a pu aussi aller regarder les dernières étapes avant que les horaires soient approuvés par les centres de services scolaires, donc un comité de révision des horaires. On a regardé des documents administratifs, donc pour avoir la meilleure compréhension, pour aller voir
qu'est-ce qui se passe dans la planification, gestion des horaires des services de garde. Une fois que toute cette analyse-là a été faite, on est retourné vers les participantes et on a fait 2 groupes de validation qui ont réuni des techniciennes, des éducatrices. Et ça a été fantastique. Juste dire que les participants là, venaient d'une diversité de régions administratives du Québec, d'une diversité de tailles de services de garde. On a été vraiment chercher une diversité de gens avec plus ou moins d'ancienneté. Parmi les éducatrices, certaines qui avaient très peu d'heures, d'autres qui avaient des postes permanents pour aller comprendre là, à quel point c'est complexe puis qu'il y a toute une panoplie d'éléments qui sont vécus différemment. Puis évidemment, bien, dans notre validation, on avait toujours notre comité d'encadrement qui, à chacune des étapes, nous permettait d'avancer, progresser, puis de s'assurer qu'on avait une bonne compréhension là, des résultats de la recherche. Un processus méthodologique super intéressant. Puis justement, c'est intéressant aussi d'avoir fait ce processus de validation-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment les participants et les participantes se sont reconnus dans les résultats? Ah ben ça, c'est drôle. On va dire que c'est drôle parce que dans le groupe de validation avec les éducatrices, c'était toutes des femmes dans le cas présent, ben pas du tout. En fait, il y en a qui se sont pas reconnues dans les résultats parce que comme je présentais le portrait un peu problématique des conditions d'horaire, etc., il y avait une des participantes qui, elle, ça va bien dans son service de garde en milieu scolaire. Et elle disait, ben moi, je me reconnais pas. Et c'est là où j'ai pu lui dire, ben toi, tu es dans les solutions. Et donc, pour le moment présent, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais parler d'où ça va bien. Pour que tout de suite, ceux qui sont dans des services de garde où ça va bien se reconnaissent avant qu'on entre dans la partie un peu plus sombre, peut-être. Mais donc, les services de garde en milieu scolaire où la gestion d'horaire, ça va bien, là, on peut leur donner 4 qualificatifs. C'est qu'ils sont intégrés, soutenants, adaptatifs, collaboratifs. Puis je pense que c'est un exemple qui va le mieux illustrer là, qu'est-ce que ça veut dire tout ça. En fait, c'est des services de garde où quand quelqu'un est absent puis qu'on n'a pas sous la main une personne pour remplacer, bien, c'est toute une équipe école qui est prête à venir prêter main forte aux éducatrices en service de garde parce qu'on se dit que les élèves, ce sont les mêmes qui sont en classe, qui sont au service de garde, ils sont à tout le monde, ces élèves-là. Et l'important, la mission de l'école, c'est de les accompagner. C'est aussi des services de garde qui n'ont pas à se battre pour des locaux ou à justifier que peut-être il reste un peu de miettes sur une table après le dîner ou qui, au contraire, n'ont pas accès aux classes parce qu'il n'y a pas de volonté de partage entre, par exemple, l'équipe d'enseignement puis l'équipe du service de garde et qu'on doit fonctionner dans un corridor déjà probablement surchargé. C'est un service de garde, finalement, dernier peut-être exemple qu'on m'a donné. Ça, c'est tous des résultats qui m'ont été partagés par les éducatrices avec une salle de pause, une salle midi où tout le monde mange ensemble, peu importe le titre, peu importe le poste. Donc, c'est dans ces services de garde-là décrits comme ça où on voyait aussi des situations pour gérer, planifier les horaires où ça se passait bien. Donc, ça, c'est le portrait des services de garde où ça se passe bien, mais j'en comprends que pour la majorité, il y avait quand même beaucoup de défis, beaucoup d'obstacles. Est-ce que tu peux nous en faire un portrait également? Oui. Bien, dans le fond, je vais découper le portrait en trois morceaux. Si tu veux bien, Marianne, je vais commencer peut-être par un aspect qui est plus qui est un peu hors du contrôle des écoles, c'est celui de la pénurie de main-d'œuvre qui affecte l'ensemble du marché du travail au Québec en ce moment. On va le situer en 2023 pour être bien clair. Puis aussi, bien ça, on en parle moins, là, mais les résidus de la COVID qui a vraiment frappé fort dans les services de garde et qui est venu changer aussi les besoins des parents. Plus de parents qui font du télétravail, une fréquentation qui a beaucoup changé puis qui commence à se rapprocher de la normale. Fait que ça, on met ça un peu de côté parce que c'est des éléments qui touchent un peu tout le monde. Mais dans le cas spécifique des services de garde en milieu scolaire, ces 2 facteurs-là viennent créer des grands problèmes d'attraction puis de rétention de la main-d'œuvre, qui est en partie lié aussi au fait que c'est une profession qu'on parfois on oublie, qui est un peu invisible, malgré toute la richesse de ce qu'ils apportent à nos enfants puis l'importance de leur rôle, avec des conditions de travail, bien, les horaires, on va le voir, là, qui sont vraiment difficiles. Un salaire qui est bien, mais considérant le fait qu'on se retrouve avec peu d'heures parfois, bien, qui donnent de la précarité. Donc, on va préférer aller vers des postes qui vont donner des heures continues avec plus d'heures par semaine. Fait que ça, c'est comme le premier bout là, qui est le contexte dans lequel baignent les services de garde en milieu scolaire. Je comprends. Puis après, bien, on a deux angles. Bien, tu sais, ce qui nous intéressait dans la recherche, c'était comment on planifie les horaires. Donc,
avant même que les gens travaillent, là, comment je décide quel poste, qui va sur quel poste, bien, c'est sûr que toute la question des budgets, là, la manière dont on dit, bien, tu peux engager tant d'éducatrices, vient rendre le travail très difficile parce qu'on est basé sur des ratios, par des subventions et donc ça fait que, ben, c'est pas déterminé par ce que ça demande vraiment à faire le travail, c'est un aspect financier qui décide, ben, c'est une éducatrice pour 20 élèves et organisez-vous. Des fois, ce qui rend les choses plus ou moins faciles, on peut le voir des 2 côtés, ben, c'est si la technicienne elle a de l'expérience pour faire les horaires. Donc celle qui faisait ça depuis de nombreuses années, c'était presque un copier-coller d'année en année. Mais les nouvelles techniciennes, qu'il fallait qu'ils découvrent comment affecter des postes, construire des groupes et cetera, rapportaient que c'était très difficile si elles avaient pas de soutien. Puis aussi le fait que ce soit conventionné avec des règles très strictes à suivre. Donc, la plus ancienne le poste pour la personne la plus ancienne doit avoir le maximum d'heures. Mais si la personne la plus ancienne, elle a pas envie, elle, d'avoir le poste avec le plus d'heures, qui tombe aussi à être avec les maternelles parce que c'est un peu plus demandant, bien, c'est soit qu'il faut qu'elle coupe ses heures ou sinon qu'elle prenne ce poste-là où elle se sent moins à l'aise. Après, il y a tout le processus d'affectation que je disais que j'avais observé tantôt. Les gens ne le comprennent pas nécessairement bien. Ça, c'est un grand défi, de dire: ben moi, je suis dans mon poste puis c'est correct, donc je vais y rester. Donc j'ai pas besoin de m'inscrire à l'affectation». Mais c'est que s'ils ne s'inscrivent pas à l'affectation, mais il y a des postes qui tombent en ballottage donc une personne d'une autre école va appliquer sur un poste qui donne moins d'heures que celui, mettons moi, où que je suis sur un poste où il y a plus d'heures. Mais si cette nouvelle personne-là, elle a plus d'ancienneté que moi, bien, l'année prochaine, elle va avoir la possibilité d'appliquer sur un poste et donc me dépasser dans Mmh. l'accès à plus d'heures. Donc, plein de mécanismes comme ça, assez compliqués. Donc, vraiment, là, de besoin d'informations par rapport à la séance d'affectation. Le troisième, l'autre bout, c'est la gestion des horaires au quotidien. En fait, ça, c'est autant du côté des éducatrices que des techniciennes. Ben, c'est quand il faut que j'appelle pour dire que je suis malade. Le style de gestion selon que je suis accueillie avec un ben là, tu nous mets vraiment dans le pétrin ou pas de problème, la famille d'abord, va faire une grosse différence Mmh. sur comment tu vas te sentir et même peut-être avoir envie de rentrer malade, même si tu aurais été mieux de rester à la maison. L'autre chose aussi, ben, c'est, d'avoir des ressources suffisantes, autant en personne, là, il n'y en a pas de banque de remplacement, c'est ce qu'on nous dit. Puis, la qualité des horaires, donc c'est difficile, de dire: «Ben, peux-tu venir remplacer juste pour 1 heure ou 45 minutes sur l'heure du dîner?» Donc c'est très, très difficile d'avoir des gens pour faire ça. Puis le dernier point sur lequel je vais, parler par des défis, c'est la suppléance en classe, Mmh. qui est une belle opportunité pour les éducatrices d'aller chercher plus d'heures. Donc elles sont au service de garde, vont compléter un remplacement d'une enseignante, venir au service de garde. C'est juste que c'est pas pensé dans une optique de santé sécurité du travail avec des pauses aménagées. Donc les éducatrices, elles courent toute la journée sans avoir eu de pause pour aller à la salle de bain, prendre un moment pour dîner. Donc c'est sur le coup de feu là, du matin jusqu'au soir. Donc c'est intéressant financièrement, mais ça mériterait d'être repensé par rapport à la manière dont c'est aménagé. Puis précision, mais ça, ces données-là, ils ont été collectées avant le lancement des projets pilotes d'aide en classe. Donc on voyait une ouverture à dire, bien, on peut mobiliser les éducatrices pour donner des heures continues en classe, mais ben, il faut que ça se fasse de manière à ce que ce soit bon pour la santé. Puis, dernier petit point, j'ai pas beaucoup parlé des récréations parce qu'au moment où on collectait les données, c'était nouveau, c'était en train de s'installer. Puis, je peux en dire, en fait, Mmh. ça dépend des écoles et des centres de services scolaires. C'est géré un peu selon comment c'est organisé, selon comme tantôt je disais, si c'est un service de garde où ça va bien, ou moins bien. Donc, vraiment une grande diversité. Donc, peut-être que dans le temps, on verra s'il y a une nécessité de faire peut-être un arrimage sur qu'est-ce qui fonctionne bien ou réfléchir aux bonnes pratiques par rapport aux récréations. Puis pour, revenir sur, ben, sur le plan humain, là, ce serait quoi les grands impacts de la gestion des horaires sur les personnes, sur le climat de travail ou même sur les services de garde scolaire ou les écoles, que le projet a pu relever? Oui. Bien là, ici, je pense que je vais me ramener vers des extraits de ce que les gens m'ont dit parce que ça parle encore mieux que moi là, des résultats de la recherche. Donc oui, il y a des impacts sur la santé, mais aussi sur tout ce que tu as nommé, Marianne. Donc pour les techniciennes, ici, il y a une technicienne qui nous dit: «Le niveau de stress puis la fatigue mentale, je te dirais, sinon c'est juste que c'est mentalement exigeant parce que tu veux être sûr de faire toutes les choses, de faire pour le mieux, réfléchir autrement pour trouver d'autres solutions. La pression, elle perdure». Donc ça, Mmh. c'est un aspect par rapport à l'intensité, la charge de travail pour les techniciennes. Puis, j'ajouterais que, par rapport à leur conciliation travail-famille aussi, donc un flou dans les frontières de devoir décider si pour
gérer mon stress puis ma charge de travail dans la semaine, ben j'accepte de prendre des téléphones d'éducatrices qui savent qu'ils ne pourront pas rentrer le lundi matin, donc ils m'appellent le dimanche. Puis je commence tout de suite à enclencher le processus de remplacement. Ou sinon, en pleine nuit, quelqu'un appelle, j'ai la gastro, je ne serai pas là le matin. Donc, ce flou dans les frontières-là pour les techniciennes, donc surcharge puis conciliation, des grands défis. Pour les éducatrices, je vais lire l'extrait. Donc, on vient qu'on est très malade. Tu sais, moi, j'ai trop attendu. C'est pour ça que j'ai été si malade. On ne veut pas les mettre dans le pétrin parce que moi, j'ai du respect pour mon équipe, mais à un moment donné, tu n'as pas le choix. Donc, ce que je disais tantôt, selon le style de gestion, mais aussi selon le fait qu'on sait qu'il manque déjà plein de monde dans l'équipe, qu'on roule incomplet, qu'on est surchargé, bien, les gens entrent travailler malades. Puis, commun au discours, autant dans les techniciennes que les éducatrices, ce qui ressortait, là, c'était la passion pour le travail, mais pas les conditions pour pouvoir le faire comme on l'a appris ou comme on voudrait le faire. Et une déception que quand on n'est pas dans des bonnes conditions, c'est qu'on ne donne pas le même service. On tombe dans l'occupationnel, puis on fait le strict minimum. Donc, ça a un impact pour les techniciennes, les éducatrices qui font comme une perte de sens à leur travail, mais c'est aussi pour les enfants. Ils présument que le fait de ne pas pouvoir faire le maximum, ça a un effet sur eux par rapport aux qualités de service qu'ils donnent, puis la mission même du service de garde. Puis ça fait des boucles, là. Dans le fond, on se dit, bien, peut-être que l'invisibilité, tout ça, on n'a pas les conditions, donc ça se perpétue. Puis peut-être mentionner un élément aussi, c'est qu'on nous a dit que les enfants, les cas sont de plus en plus lourds. Une des phrases que j'ai entendues le plus dans la recherche, c'est les enfants sont guéris au service de garde. Donc, des enfants qui ont des cotes ou de l'accompagnement d'éducatrices spécialisées en classe ne l'ont plus rendu au service de garde. Donc ça, de grands défis pour l'éducatrice, des éducatrices qui vivent des épisodes, par exemple, de coups, blessures, violences, comportements difficiles à gérer, qui désorganisent le groupe. Donc, des gros impacts sur la santé. Effectivement. Beaucoup d'enjeux, plusieurs obstacles, des impacts aussi là, sur le milieu, sur les enfants, sur les éducatrices. Est-ce que les gens t'ont parlé de moyens pour faire face à tout ça, aux obstacles ou aux conséquences pour la santé, puis sur le travail? Bien oui, hein, parce en fait, ce qui est toujours intéressant dans des projets, c'est d'aller... Moi, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller comprendre les stratégies. Les gens, ils sont pas impuissants puis à rien faire, à vivre avec ces conditions-là. Donc, ils se débrouillent. Je vais en décrire quelques-unes peut-être. Par exemple, du côté des techniciennes, bien, on a un problème d'attraction, de rétention. Donc, c'est vraiment de s'investir de ce côté-là. Certaines m'ont dit qu'elles allaient même jusqu'à former à l'AEP pour être celles qui allaient convertir de futures éducatrices, plutôt que de choisir les CPE, qui ont avec la petite enfance, qui ont des bons horaires, des meilleurs horaires, de venir travailler avec des jeunes plus vieux malgré les conditions, ou d'accepter des gens qui n'ont peut-être pas la disponibilité complète, mais de dire on va jouer avec des disponibilités limitées, c'est déjà mieux que rien. D'autres manières, c'est de jouer avec les ratios. Donc, c'est censé être une éducatrice pour 20. Quand on a un manque de personnel, bien, on va réaménager un peu les groupes. De pairer des seniors avec des juniors, ça aide aussi à bien socialiser les personnes qui arrivent pour pas qu'elles se découragent à chercher où sont les jouets, où sont les activités, où sont les locaux. Donc, de bien socialiser les nouvelles personnes. Puis des fois, ben, c'est de demander à d'autres membres du personnel école, peux-tu venir prêter main forte le temps d'une période où on a moins de monde. Les éducatrices entre elles aussi, de s'organiser avec les collègues par rapport au contenu du travail. Certaines vont dire, ben moi, je préfère les sports, toi, le bricolage, on redivise les groupes, puis on y va où est-ce qu'on a nos forces pour au moins se préserver un peu dans ce moment-là. Quelque chose qu'on a vu dans d'autres projets de recherche où les horaires sont atypiques dans d'autres secteurs d'emploi complètement, mais le donnant-donnant. Donc la technicienne qui va essayer de donner le maximum de flexibilité à ses éducatrices pour les satisfaire, donc trouver des façons d'accommoder les demandes pour que les éducatrices restent. Puis, à l'inverse, bien, les éducatrices qui aussi vont dire oui, même si des fois auraient besoin de dire non à des demandes, mais pour que la fois où vraiment là, ça va être impossible de s'en sortir puis qu'ils vont demander un accommodement, bien qu'on leur dise oui. Puis le dernier recours, mais ça, c'était très présent quand même. Donc, c'est en dernier recours, mais c'est un recours qui est souvent pris. Bien, pour la technicienne, c'est de remplacer elle-même, donc de descendre sur le plancher puis de faire le travail d'éducatrice pendant que la charge de travail de technicienne continue de s'accumuler. Puis pour les travailleuses, bien ça, je l'ai nommé tantôt, mais c'est d'aller travailler malade.
maintenant que cette situation-là, que tout ça a pu être visibilisé à travers le projet, qu'est-ce qui peut être fait? Là, les solutions que je vais dire, là, parce qu'elles ne viennent pas Oui. de moi, OK? C'est un problème qui est complexe, Mhm. c'est pas simple, mais je veux mettre sur la table, je veux partager les solutions qui m'ont été partagées par les participantes et participants au projet. Dans les milieux où ça va bien. Oui, puis mais aussi les milieux où ça va moins bien parce que OK. les gens s'imaginent qu'est-ce qui pourrait être fait quand même. Fait que tu as un bon point, Marianne, fait qu'il y a des choses qui viennent vraiment de... On a pris les milieux où ça va bien pour s'en inspirer, puis d'autres, c'est des demandes. Donc, le premier, il y a 4 blocs, en fait. Le premier, ce serait les conditions de travail vraiment pour les techniciennes et les éducatrices. Donc, pour les premières, les techniciennes, elles souhaiteraient avoir plus d'autonomie, plus de soutien aussi, une meilleure reconnaissance de leur rôle où elles font plusieurs choses qui ne sont pas supposées faire finalement, qui reviendraient peut-être à la direction d'école. Donc, de vraiment formaliser, d'officialiser l'ensemble des tâches qu'elles font, ce qui leur donnerait aussi plus de latitude de marge de manœuvre pour pouvoir les faire. Les éducatrices, plus de ressources. Comme je disais tantôt, les cas s'alourdissent, donc de la formation, mais aussi des ressources pour venir les aider avec des compétences d'intervention spécialisées auprès des enfants pour pouvoir faire leur travail, puis plus de reconnaissance aussi. Tu sais, quand il y a eu la crise de la COVID, là, on a Oui. remercié les anges gardiens, les gens qui travaillaient dans le réseau de la santé, mais les éducatrices de services de garde me l'ont dit, là, elles n'ont pas été nommées une fois. En tout cas, elles ne l'ont pas entendu, ça a passé sous le radar si ça a été fait. Et elles étaient là au front dans les services de garde Effectivement. pour les personnels essentiels. Elles en étaient aussi de personnel essentiel. Donc, plus de reconnaissance des Oui. parents, mais du gouvernement, du centre de services scolaires. Donc, vraiment, ça aiderait. La qualité des horaires, bien ça traversait toutes les demandes, en fait. Il y a des milieux où ça va bien, qui ont des planchers d'heures. Donc, personne n'a un poste en bas de 20 heures. Donc, déjà, on rend ça plus attractif que des postes où c'est juste des dîners de 7,5 heures, de 7h30 par semaine. Donc, voilà. C'est parce que c'est pas évident d'avoir un deuxième emploi pour compléter quand tu as des horaires Effectivement. coupés. C'est très difficile. De travailler en continu, donc de repenser la manière dont les quarts de travail sont faits. Tout le monde disait, c'est pas vrai qu'on n'a rien à faire entre les moments où on est avec les élèves. La planif, la préparation, il y a certainement des tâches dans une école qui peut être faite et qui améliorerait nos horaires. Puis la troisième affaire là-dessus, c'est d'être affecté avant les vacances d'été pour pouvoir partir l'esprit tranquille. Qu'en juillet au plus tard, là, tu saches ça va être quoi ton poste, ça va être quoi ton nombre d'heures, pouvoir planifier partir l'été tranquille. Puis pas passer l'été comme un peu au repêchage de la Ligue nationale à t'appeler puis à te demander ça va être quoi les échanges, les transactions, là, etc. Toutes les solutions qu'on me nomme, là, les gens ils nous ont dit aussi oui, mais il y a des enjeux à ça, comme l'affectation avant les vacances d'été. Bien, ils disent il va peut-être avoir des déménagements pendant l'été, etc. Donc, on les prend toutes, je les mets toutes sur la table parce qu'elles doivent être rendues visibles, mais les gens le disaient en toute connaissance de cause. Puis ça, dans le rapport, il y a un peu plus de détails sur les pour et les contre de certaines solutions. Donc, j'invite les gens à le lire si jamais Oui. ils veulent creuser plus. Là, on fait le survol. Troisième point de 4, c'est la flexibilité des horaires. Il y a des milieux où ils ont un logiciel qui planifie les horaires. Ça a été des projets pilotes qui ont été abandonnés, qui sont poursuivis, puis qui vont peut-être être relancés. Puis ça fonctionne bien. Puis moi, ce que j'ai vu dans d'autres milieux, c'est que des logiciels comme ça, parfois, ça empire vraiment, vraiment les horaires des personnes qui ont le moins d'ancienneté, une fois que ceux qui en ont plus sont passés, puis qui ramassent les blocs d'heures. Mais dans le cas des services de garde, ce qu'on m'a dit, c'est que les personnes qui avaient moins d'ancienneté finissaient par avoir quand même plus d'heures que ce qu'il y aurait eu parce qu'il y a des petits blocs qu'une plus ancienne a laissé partir, a laissé passer pour avoir plus de flexibilité. Donc, elle réduit volontairement son temps de travail, puis les personnes plus anciennes vont ramasser ça puis se construire un horaire avec plus d'heures. Donc, vraiment à explorer. Puis toute l'amélioration des remplacements, peut-être de partager les ressources entre des écoles d'un même quartier, de voir si on peut faire peut-être des banques communes pour pouvoir créer de la fidélisation, puis aussi le fait d'aller remplacer toujours aux mêmes places, bien, tu connais le monde, tu sais où sont les choses, ça aide. Puis le dernier qui se situe à un niveau un peu plus haut là, dans la sphère de décision, c'est le fonctionnement même des services de garde en milieu scolaire. Donc, des suggestions qui viennent peut-être un peu plus des techniciennes parce qu'elles baignent, elles en sont directement impactées. Mais ce que j'ai nommé au début, mais tout ce qui touche le financement des services de garde. Donc, peut-être de revoir comment on budgète pour pouvoir avoir quelque chose, des sous qui reflètent le travail réel des éducatrices. Qu'est-ce que ça demande de faire le travail? Puis qu'on puisse budgéter en conséquence, de ne pas faire finir des gens à 17h13 pour sauver des 2 minutes à chaque jour, parce que sinon, on tombe
Oui. en dépassement de coûts. Puis, une des façons de faire ça, ben, ce serait d'impliquer les services de garde dans le milieu scolaire, dans les décisions qui les concernent, donc d'avoir sur les comités des gens qui font le travail pour pouvoir aller en parler. Donc, c'est en passant par les horaires de travail, c'est sûr que les solutions, les pistes de solutions, elles touchent encore plus large. On touche les conditions de travail, des conditions d'emploi, le travail lui-même, mais aussi le temps de travail. Mais ça montre comment peut-être de passer par les horaires, ça peut être au cœur des solutions pour améliorer la qualité de vie au travail dans les services de garde. Mmh. Mélanie, un grand merci pour cette étude-là. Il y aura certainement des retombées à surveiller, puis d'autres publications à venir aussi. Oui, on l'espère, puis on sait sur le programme. Oui, effectivement. Donc, je répète juste le nom de l'étude là, pour les gens qui s'intéresseraient, qui l'auraient manqué au départ. Donc, planification et gestion d'horaires atypiques et santé et sécurité du travail, le cas des services de garde en milieu scolaire. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Puis, pour toute question ou commentaire, vous pouvez trouver les coordonnées de Mélanie Lefrançois sur sa page web de l'UQAM. Et pour connaître ce qui se fait d'autre comme magnifique projet de recherche et de diffusion et et aussi au service aux collectivités de l'UQAM, mais vous pouvez aussi visiter notre page www.sac.uqam.ca et visiter la rubrique Projets et publications. Bonne journée! Bonne journée!